Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir Birame Waltako Ndiaye. Il est journaliste. Ndiaye, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec professeur Moudignan. Il est lui enseignant à la retraite, écrivain Moudignan qui jette très souvent un regard critique sur la gouvernance au Sénégal à travers des textes publiés dans la presse nationale, notamment les quotidiens et les sites internet. Monsieur Niang, bonjour à vous. Bonjour Moustapha. Et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Actu en 7 qui va donc revenir sur l'actualité de la semaine, une actualité qui reste très politique avec ce remaniement attendu depuis très longtemps, mais qui finalement a donné un gouvernement de 39 membres avec 13 ministres qui gardent leur portefeuille. Mais il y a également des départs significatifs comme ceux de Mankeur Ndiaye, Eva Marie Coll Seck ou encore Viviane Bompassi et même Mansour Sy du PIT. Comment expliquer les départs et les entrées? Quelle lecture on peut faire de ce gouvernement qui a 18 mois pour faire ses preuves? C'est autour de ces questions que nous allons échanger. Nous évoquerons également la dernière sortie du président Abdoulaye Wade dans l'affaire Khalifa Sall. Abdoulaye Wade qui s'attaque le fois à certains magistrats, et nous évoquerons, si le temps le permet, l'affaire Kémi Seba du nom de cet activiste expulsé du Sénégal dans les conditions que l'on sait. Professeur Moudignan, nous allons démarrer ce débat avec vous, avec notamment le remaniement ministériel. Comment expliquez-vous, à votre avis, tout le temps qu'a pris le président Macky Sall pour monter cet attelage gouvernemental qui, pour beaucoup, n'est finalement que le clown de son aîné? Bien, en réalité, les gens ne doivent pas être déçus. Je crois que les Sénégalais ne s'attendaient pas à ce que le président Macky Sall nomme un gouvernement véritablement de changement. Il n'est pas dans la nature de l'homme la volonté de changer quoi que ce soit. Donc, de mon point de vue, beaucoup de Sénégalais ne devaient pas être déçus. Alors, qu'il ait mis beaucoup de temps également pour nommer un gouvernement et un premier ministre, alors qu'il allait reconduire le même, ça a étonné des gens, mais personnellement, moi, ça ne m'étonne pas de la part. Donc, ils ne sont pas loin d'être des amateurs. Et certains disent aussi que s'il a pris ce temps-là, c'était pour montrer un peu qu'il reste le maître du jeu et que de toute façon, la composition du gouvernement, il le savait depuis très longtemps. Oui, mais qu'il reste le maître du jeu, c'est normal, c'est le président de la République. Surtout au Sénégal, où le président de la République est bourre et boumi. Il détient tous les pouvoirs, notamment un pouvoir exécutif exorbitant. Il écrase les autres pouvoirs, l'Assemblée nationale et judiciaire, etc. C'est le chef. Il n'y a pas de problème. Tout le monde le sait. Il n'a pas besoin de le montrer. Pas du tout. Il n'a pas besoin de le montrer. Il le montre d'ailleurs souvent, mais d'une autre manière. Donc, s'il met 24 heures pour nommer un gouvernement, ce n'est pas pour cette raison-là, justement. D'accord. Alors, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, Birame Waltako, a insisté sur le fait que le président leur a demandé de ne pas dépasser 39 ministres. Il dit qu'il a insisté sur ça. Pourtant, si on se souvient, le même Macky Sall avait promis de ne jamais dépasser un gouvernement. Cela veut dire que sur ce point, au moins, il a décidé de ne pas respecter cette promesse. Oui, c'est de la poudre aux yeux. 39, de ne pas dépasser 39 ministres, alors qu'il avait promis aux élections de 2012, de s'en tenir à 25 ministres. Ça, c'est de la poudre aux yeux, ça ne veut absolument rien dire. Alors, mais juste pour revenir au temps quand même, je pense qu'il est utile de relativiser. Parce que le président de la République aussi, pour nommer un gouvernement, le Premier ministre et ensuite le gouvernement, a besoin, parce que ça prend des équilibres à gérer, des équilibres qui font référence à la considération ethnique, à la considération régionaliste, etc., confrérique par exemple. Donc, ce n'est pas un problème. Et puis, souvenons-nous, en 2000, quand Mimi Touré avait quitté son poste de Premier ministre, il a fallu quand même 48 heures pour que Boun Abdallah Dionne soit désigné comme Premier ministre. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas inédit. Abdou Mbaye aussi avait pris son temps avant de monter son gouvernement. C'est ça. Donc moi, de ce point de vue-là, je ne ressens pas de
de gêne, de frustration. Vous parlez de cette nécessité de faire un peu de l'équilibre par rapport aux confréries, aux régions, même aux religions. Pourtant, on a entendu ce matin d'ailleurs que certains se plaignent. On a entendu des gens de Touba, de Tivaouane. Justement, Ça veut dire que sur ce point-là, il n'a pas réussi ce qu'il voulait. Non, mais on ne peut jamais réussir, on ne peut jamais faire l'unanimité, ça c'est clair. Mais toujours est-il que, quand même, pour la mise sur pied d'un gouvernement, c'est un équilibre à gérer. Donc, mais toujours est-il que, après la désignation, il y aura toujours des frustrés, c'est peut-être les jeunes, c'est peut-être des confréries, c'est peut-être des religions. Mais ça, c'est normal. Alors, professeur Moulignan, quelle gloriole tirer d'un gouvernement de 39 ministres? Parce que quand on entend le Premier ministre en parler, c'est comme s'il se glorifiait du fait qu'ils ne dépasseront pas 39 ministres pour un président qui en avait quand même promis 25. Il faut rappeler d'ailleurs que quand il promettait ces 25 ministres-là, il a justifié. Il a parlé, plus de questions de ministres qui se bousculent dans la salle du Conseil des ministres. Oui, nous en avons assez avec ces ministres, ces gouvernements encombrants dont les ministres se bousculent dans la salle du Conseil des ministres. Voilà ce qu'il avait dit. Et sous ma gouvernance, il n'y aura plus de gouvernement de plus de 25 membres. Et voilà, aujourd'hui nous en sommes 39 et il s'en glorifie. Voilà le Sénégal. Donc ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il renie ses engagements. La plupart, eh bien, je l'ai dit avant-hier dans mon texte, il les a jetés par-dessus bord. Lesquels, par exemple? Mais le plus important, l'engagement le plus solennel, c'était son engagement, une fois élu, à réduire le mandat de 7 à 5 ans et de se l'appliquer. Il le dit pendant la campagne électorale. Une fois élu, il le dit, il le répète plusieurs fois au Sénégal, plusieurs fois à l'extérieur, et 4 ans après, il s'adresse aux Sénégalais pour leur dire « Je vais prendre l'avis du Conseil constitutionnel ». Que ne l'avait-il pas fait depuis le 2 avril, c'est-à-dire après son installation? Que n'avait pas-il d'ailleurs interrogé les juristes pendant qu'il n'était pas encore, qu'il aspirait simplement à la magistrature suprême? Ma volonté est de réduire ce mandat de 7 à 5 ans et de me l'appliquer. Mais je vais interroger les juristes. S'il ne l'a pas fait pendant qu'il a été élu et qu'il avait à ses côtés un grand juriste, un éminent constitutionnaliste, dans les 3 premiers 4 mois, que ne lui a-t-il pas demandé, professeur, est-ce que mon engagement là est conforme avec la Constitution? Mais il attend 4 ans après, un peu plus de 4 ans, pour demander l'avis du Conseil constitutionnel. C'est par ailleurs d'avance la réponse. Voilà, donc voilà un engagement, voilà d'autres. Politique transparente, politique sobre, politique vertueuse. Mais c'est terminé ça, la politique de Macky Sall. Tout le monde le sait, peut-être même ses partisans, elle est loin d'être transparente. Les marchés de gré à gré n'ont jamais été aussi. C'est extraordinaire. Sobriété. Si vous, Macky Sall, si vous dépassez ou vous rencontrez par exemple une caravane de Macky Sall, ce qu'il y a comme 4-4, 8, etc. J'ai entendu un ami. Le Sénégal est le pays qui compte le plus de 4-4 et de 8 au kilomètre carré. Voyez-vous, c'est avec l'argent qu'il distribue à tort, des millions par-ci, des millions par-ça, le gouvernement est loin d'être sobre. Il est loin d'être la gouvernance. Elle est loin d'être vertueuse. Une gouvernance ne peut pas être vertueuse quand le président de la République, passe tout son temps à décrocher des gens. Voilà, c'est-à-dire qu'il a béni la transhumance. Il l'a béni, lui. Lui, c'est normal. Et depuis lors, il ne fait que ça. Il achète des consciences. Voilà. On a même vu des gens investis sur des listes à la députation. Au dernier moment. Transhumés au dernier moment. Donc cet homme-là, quand il fait des engagements, moi, je ne me... Mais ça donne quelque chose d'essentiel. Et puis qui a même, enfin, qui corrobore ce que vous venez de dire, quant à la formation du gouvernement, c'est les limites de la prise en compte des références populaires dans les actes de gouvernement. Si on se réfère par exemple à la désignation, enfin à la mise sur pied du gouvernement, on se rend compte essentiellement, moi je retiens 2 choses, c'est-à-dire le ministère de la Justice et le ministre de l'Intérieur. On en reparlera. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, parce qu'il y a comme une rupture de confiance qui devait être, n'est-ce pas, je ne sais pas, je ne veux pas dire revigorée, mais au moins
pensée, disons, dans l'attelage gouvernemental nouveau. Et Macky Sall ne l'a pas fait. Aussi bien que celle de Ismaël Madior, n'est-ce pas, et constitue, n'est-ce pas, des enjeux notoires dans la confiance, dans le dialogue, dans les gages qui devaient être donnés, de bonne foi, d'ouverture, de dialogue, vis-à-vis de l'opposition et même vis-à-vis de l'opinion publique. Et Macky Sall n'en a pas tenu compte. Vous voyez? Pour ce qui concerne Aly Ngouille Ndiaye, qu'est-ce qui devait être fait? Au moins, c'est pas le seul gage qui peut être. Il y a toujours des rattrapages à faire, mais au moins il aurait personnalité neutre. Alors, on reviendra sur le cas Aly Ngouille Ndiaye, qui est quand même intéressant. Vous le dites, le cas Ismaël Madior, mais arrêtons-nous un peu sur les entrées et les sorties. Ce qui étonne, c'est que depuis qu'on a lu la composition du gouvernement devant la presse, on parle plus des sorties que des entrées. On parle notamment de Mankeur Ndiaye qui a quitté les affaires étrangères. Jusqu'ici, on ne sait pas pourquoi. Eva Marie Coll Seck, certains la prenaient comme un bon ministre de la Santé. Elle est partie. Mansour Sy, Viviane Bampassi. À votre avis, qu'est-ce qui explique ces départs de gens qui ont de fortes personnalités de l'équipe gouvernementale? Vous savez, il y a 3 critères qui président à la nomination de ministres. Il y a la confiance, la compétence et les circonstances. C'est les 3. La compétence et la confiance. Ça, c'est au président de la République et à son premier ministre, ultimement, d'en juger. Mais il y a les circonstances. Les circonstances, il y en a qui sont contraignantes, il y en a qui sont contingentes. Okay? On n'est pas en mesure, par exemple, pour prendre le cas de la dame, Eva Marie Coll Seck. Eva Marie Coll Seck, par exemple. La compétence et puis les résultats, n'est-ce pas, l'obligation de résultat qui était attendue d'elle. Alors ça, c'est seulement le premier ministre, mais ou bien le président de la République qui peut en juger. Mais quand même, on peut dénoter l'histoire de la radiothérapie, n'est-ce pas, qui s'est soldée. Jusqu'ici, on n'a pas de radiothérapie. Voilà, justement. Donc ça peut être retenu. Pour quelle raison? Ça, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, les éléments d'appréciation. Absolument. Donc ça, je ne voudrais pas tellement m'y avancer. Mais Eva Marie Coll Seck, technocratique. Moi, je n'y crois pas. Personnalité technocratique, non. Parce que, tout comme on ne peut pas empêcher à un enfant d'être enfant, d'agir en enfant, on ne peut pas empêcher un politicien d'agir en politicien. L'enjeu, c'est l'élection de 2019. Ça, aussi bien du camp du pouvoir que du camp de l'opposition, ben, ils s'inscrivent tous dans cette dynamique-là. Pourquoi parlons-nous pas, pourquoi l'opposition ne parle pas, par exemple, des enjeux majeurs tels que le financement des partis politiques, le statut de l'opposition? Comme par miracle, c'est des enjeux qui ont disparu. Tout ce qui attire l'attention de l'opposition actuellement, c'est le processus électoral. C'est pour dire, que aussi bien du camp de l'opposition que du pouvoir, l'enjeu c'est l'élection de 2019. C'est ce qui a commandé, c'est ce qui a, n'est-ce pas, entraîné Macky Sall aussi dans la désignation, dans la formation du gouvernement, à en avoir comme focus. Malheureusement, on peut dire que l'aspect politique. Voilà. Alors, l'aspect politique pour certains justifie le départ de certains de ces ministres-là. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de l'affirmer, mais beaucoup disaient quand même que Mankeur Ndiaye est un bon ministre, Eva Marie Coll Seck également. Est-ce que ce n'est pas une erreur de se séparer de ces ministres-là et mettre à la place des gens qui sont très très colorés politiquement, qui vont mener le combat politique, mais qui, sur le plan des résultats, de la réponse aux besoins des Sénégalais, ne pourrait pas peut-être être à la hauteur? En réalité, pour qui observe le président Macky Sall, dans son comportement de tous les jours, dans ses propos de tous les jours, dans ses actes de tous les jours, on n'est pas surpris que des ministres comme Eva Marie Coll Seck, que des ministres comme Mankeur Ndiaye, que des ministres comme Mamam Passi, etc., soient démis de leur fonction pour être remplacés par des politiciens purs et durs. Parce que l'homme, on ne le dira jamais, est un politicien pur et dur. Et l'homme est préoccupé, profondément préoccupé par sa réélection. Il ne vit que pour et par sa réélection. Et le gouvernement de 39 ministres qu'il nous a présenté, c'est un gouvernement de combat. La mission essentielle pour chacun de ces ministres-là, et ils le savent,
c'est de le réélire en 2019. Il faut le réélire ou périr. Comme il l'avait dit pour la région de Dakar, le département de Dakar. Au législatif, oui. Donc, Eva Marie Coll Seck, bon, non, c'est quand même qu'elle est compétente, etc. En réalité, Mankeur Ndiaye, j'ai le sentiment que, malgré leurs compétences, ils n'ont pas rien d'autre à proposer, surtout une base. Eva Marie Coll Seck ne peut pas donner beaucoup de militants. Mankeur Ndiaye ne peut pas donner beaucoup de militants. La dame, comment elle s'appelle, Viviane Bambassi. Également, c'est des gens qui n'ont pas de base politique. Et il y en a d'autres qui ont été enlevés également, qui n'ont pas de base politique et qui ont été remplacés par des gens qui ont censé apporter quelque chose dans la perspective de sa préoccupation qui est ça. Macky Sall, ça c'est mon impression, il a quand même travaillé à côté de Wade pendant 8 ans. 8 ans de gouvernance avec Wade, ce n'est pas rien. Du tout. Ce n'est pas rien. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'il est arrivé, malgré ses engagements, il a suffi simplement de ses premiers actes pour que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas une différence notoire entre Macky Sall et le président Wade et Macky. C'est le même système, c'est la même pratique gouvernementale. Les mêmes traditions du Wade sans Wade. C'est la réalité de la politique aussi, un peu. Non mais c'est ça, je partage l'avis, sauf que c'est la réalité de la politique, parce qu'on a tendance toujours à les personnes de grande valeur, comme Mouli, on a tendance à verser dans l'idéal, mais dans n'importe quel pays, n'est-ce pas? Si le politicien, l'homme politique, l'homme d'État même, n'est-ce pas, est tenté à chaque fois quand même de viser, n'est-ce pas, sa promotion politique, pour ne pas dire sa réélection, cas d'espèce. Donc c'est normal, par exemple, à 19 mois des élections, d'ailleurs le Premier ministre l'a dit, on est dans la continuité. Donc il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. On est dans la continuité. Maintenant, l'objectif principal, n'est-ce pas, c'est pas la finalité, mais c'est un moyen, c'est de mettre sur place des gens qui sont capables, n'est-ce pas, de traduire en acte. Au risque d'oublier les préoccupations des Sénégalais, les besoins des Sénégalais qui n'attendent pas quand même. Non, il faut faire la différence. Parce qu'il y a les moyens, il y a la finalité. Il y a les moyens, il y a la finalité. Bon, on peut avoir comme finalité, par exemple, voilà, dans l'idéal d'améliorer la condition, etc. Donc, il y a des actes qui sont posés malgré tout. Il y a beaucoup de manquements, des failles qui ont été décriés, que malheureusement, l'opposition, malheureusement, ne met pas trop en exergue ces trucs-là. Et c'est ça le fort de Macky Sall. Il parvient à orienter l'opposition dans ces... C'est son fort ou c'est la faiblesse de l'opposition de ne pas mettre la lumière sur ces manquements-là? C'est les deux. C'est les deux. Il parvient toujours à définir le thème du débat politique. De la campagne électorale, par exemple, législative. Et l'opposition reste en rade, n'est-ce pas, traînant les pieds derrière, par exemple, des réalisations qu'on appelle bilan, alors que les réactions, c'est pas seulement... Les réactions ne sont pas seules à constituer des bilans. Il y a le passif, il y a l'actif. Vous voyez? Mais pour revenir à la question principale, c'est que ça, c'est politique, essentiellement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tout un politique, tout chef d'État a comme focus, en premier, disons, au moins sous l'ordre des moyens, de viser sa réélection, sa promotion politique. Il vise sa réélection, sa promotion politique qu'il a voulu servir, comme il a toujours fait depuis qu'il est à la tête de l'État, ses alliés. Et certains parlent de gouvernement de quotas qui est mis en exergue davantage avec ce gouvernement qu'avec les autres. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Mais c'est les équilibres dont je parle. Il y a des équilibres à gérer. Même au sein de la coalition au pouvoir? Même au sein de la coalition au pouvoir. D'ailleurs, ça soulève un autre problème, le problème du dialogue politique. Parce que quand on parle de dialogue politique au Sénégal, on a tendance à croire que dialogue rime avec... etc. Mais tout comme il est avec des partenaires politiques, si on peut l'appeler comme ça, partenaires, mais aussi cela suppose, n'est-ce pas, leur participation au gouvernement et la responsabilité éventuelle quant au bilan, n'est-ce pas, du gouvernement. Donc ça, je n'y vois pas d'inconvénient. D'accord. Alors, on parle de ces quotas-là, professeur Modigna, pour les alliés, mais il y a une autre expression qui est sortie cette semaine, c'est les quotas de la première dame. Le journal Walfadjri est allé même jusqu'à parler de Mariam Boye, qui
sein de ce gouvernement. On cite le cas Ndeye Saly Diop Dieng, épouse de Pape Dieng, ancien directeur général de la Sénélec, lui nommé directeur de la SUNEOR. Et on se rappelle d'ailleurs quand il est arrivé à la Sénélec que certains disaient qu'il a été nommé parce que sa femme est très proche de la première dame. Aujourd'hui, la femme est ministre de la République. Est-ce que ça ne donne pas raison à ceux qui parlent justement de Marième Boïs? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord... personne ne reproche à Macky Sall de travailler pour sa réélection. Personne. On reproche également de tenir compte d'un certain équilibre régional, politique, etc., etc. Mais par-delà tout ça, il y a les attentes des Sénégalais. Les Sénégalais lui ont donné 65% de leur suffrage sur l'engagement qu'il conduirait le pays autrement, qu'il mettrait en place une nouvelle gouvernance, etc., avec de nouveaux hommes, de nouvelles femmes. Voilà ce qu'il nous avait promis. Et c'est sur la base de ça que nous le jugeons. Qu'il pense à être réuni. Mettez un petit point. Oui. Un petit point. Oui. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est exactement vrai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'orientation, c'est davantage l'orientation du gouvernement dans les politiques publiques que les personnes qui sont désignées, n'est-ce pas, dans l'attelage gouvernemental, qui va déterminer le sort, n'est-ce pas, de la prise en compte de l'aspiration dont vous parlez. Oui, c'est ça la nuance. Je poursuis. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il doit tenir compte de ces équilibres. Un ministre, c'est vrai, mais la Casamance a beaucoup de ressources humaines, des hommes et des femmes de qualité. Absolument. Moi, me souciant de l'équilibre, je ne prendrai pas cette gamine-là. Angélique Manga, sans vécu, sans expérience, sans antécédent. On lui confie un département ministériel. Je ne l'aurais pas fait. Moi, président de la République, me souciant de l'équilibre régional, je ne prendrai pas Moustapha Diop pour le nommer ministre de l'Industrie et de je ne sais pas quoi là. Moustapha Diop, c'est qui? On l'a connu comme gérant de l'argent, distribuant des millions au cours officiel folklorique, etc. Tout juste a-t-il été directeur de la microfinance, je crois, et puis de là-bas, ministre délégué. Et vous vous souvenez quand la Cour des comptes a voulu jeter un coup d'œil sur la gestion de ces fonds-là, ce qu'il en a été, il les a renvoyés. Alors cet homme, est-ce que ça a qui n'a pas fait... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'équilibre régional? Attendez, si, l'équilibre, parce que lui, vous parlez de profil, il représente une région, et puis il a une base, il intéresse Macky Sall. Oui. Donc, ça ne suffit pas pour lui confier ça. S'il tient vraiment à... Mais Louga a des cadres, Louga a des hommes et a des femmes, etc. Voilà ce que je voulais dire. La Bombassi là, oui. Elle est énarque. Elle était bien là où elle était. Mais on l'enlève sur des bases politiciennes. Elle n'a pas de militants à offrir pour la remplacer par qui? La Marianne de Kaolack là. Mariama Sarr. Maire de Kaolack. Mais demandez à tout le monde, demandez voilà, les gens qui ont travaillé avec elle. Celle-là, ouais. Ministre de la fonction publique, de la restructuration et du renouveau de l'administration, elle n'est pas à l'aise là-bas. Elle ne pourra absolument rien rapporter. C'est comme Moustapha Diop, ministre de l'Industrie, etc. Il y en a d'autres, etc. C'est de ce point de vue-là que je dis que je ne suis pas d'accord. Bien sûr. On peut tenir compte des équilibres, mais tout en choisissant des personnalités qui répondent à l'emploi. Mais c'est ça que je disais. Ouais. Il y a 3 critères. Il y a les 3 C. Il y a la confiance. C'est pas seulement ça. Ça, c'est un petit critère dans la désignation des ministres. Mais il y a la confiance, il y a la compétence et il y a les circonstances. Et c'est les 3 critères, les 3 C, comme on préside, n'est-ce pas, à la désignation des ministres. D'accord. C'est ça. Donc, c'est très réducteur que de prendre juste des faits isolés pour les on parlait des quotas, certains évoquent au professeur Mourignan les quotas de la première dame. Moi, c'est l'expression que j'ai retrouvée dans la presse de ce matin, Walf Quotidien notamment, qui parle de Marième Boïs qui prennent le pouvoir. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Pour la simple raison que, vous vous rappelez, dès le lendemain de la nomination du premier gouvernement de Macky Sall, un des ministres, Kindiaye, comment il s'appelle, Mbagnick Ndiaye a dit, Matarba, le ministre des Sports et moi, nous remercions la première dame. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à elle. Si nous sommes là, c'est grâce à elle. Voilà. Donc, tout le monde sait qu'elle nomme des ministres, elle nomme des directeurs, tout le monde sait. Et ça ne doit pas être faux. Parce que cette dame-là,
qui est la femme de Diop Dieng, qui a été directeur général de la Sénélec. D'abord. Sénélec d'abord. Sénélec. Bon. Par lui-même, qui prend ce qu'on appelle un départ volontaire et qui crée une entreprise qui travaille avec la Sénélec pendant plusieurs années. Oui. Voilà que Macky arrive, voilà, il le remet à la Sénélec comme directeur général. Qu'il quitte plus tard. Quelques temps après, il le rappelle pour le nommer directeur général de la Sonacos. Voilà que son épouse est nommée ministre. Et les gens disent qu'effectivement, les deux couples sont des amis, ont des relations très très serrées. Donc, si on dit que la première dame nomme au Sénégal, ce n'est pas faux. Les gens ils n'ont pas tort. Alors, toujours dans ce sillage-là, on a entendu la réaction de Youssou Touré, secrétaire d'État dans le précédent gouvernement. D'ailleurs, ce n'est pas son premier coup, il l'avait fait, et c'est la première dame qui s'était déplacée pour qu'il revienne à de meilleures statuts. Aujourd'hui, le même Youssou Touré, cette fois-ci, s'est violemment attaqué au chef de l'État. Il critique ses choix, qu'il dit qu'il manque de considération à ses camarades, de respect même. Il est même allé jusqu'à dire qu'on n'acceptera pas que le Sénégal soit géré par une famille. Des révélations. Comment est-ce qu'on peut lire une telle réaction? Oui, c'est-à-dire l'appréciation qu'il fait de la conduite du président de la République vis-à-vis de ses militants et puis des responsables du parti, ça c'est la cuisine interne. Mais ce que je retiens le plus essentiellement, c'est l'alphabétisation. C'est-à-dire, il décrit, n'est-ce pas, un manque de considération vis-à-vis de l'alphabétisation, de la politique d'alphabétisation. Et de ce point de vue, je pense qu'il a raison. Un pays comme le Sénégal, qui compte des analphabètes à n'en plus finir, il faut quand même donner un crédit à la politique d'alphabétisation. Est-ce que la préoccupation de Youssou Touré, c'est l'alphabétisation ou bien son poste qu'on lui a pris sans avertissement? Mais je ne peux pas lui prêter de mauvaise intention ou la mauvaise foi. Mais ça, c'est la cuisine interne, c'est entre eux. Il doit s'en prendre. Sauf que cette cuisine-là nous intéresse. Oui, mais s'il faut qu'il s'en prenne au président de la République et puis au fonctionnement du parti, de la coalition, ça c'est eux qui s'en occupent. Mais moi, ce que je retiens le plus, c'est ça, c'est l'alphabétisation. Mais juste pour revenir à ce que le doyen c'est que Modi. Alors, pour la désignation, si on suit la même logique, Yaham Mbaye a été démis, alors que Yaham était désigné comme quelqu'un qui était proche de la dame. Ok. C'est pas Youssou Touré également. Vous voyez. Donc si à contrario on applique la même règle ou bien les mêmes préjugés, ben on se rend compte que ça ne tient pas trop. Alors l'affaire c'est que la première dame, son implication dans le gouvernement, ça c'est clair. Ben, son mari lui prête oreille attentive. Juste se focaliser sur les principes de bonne gouvernance et autres. Il y a d'autres réalités qui sous-tendent les fonctionnements de l'État. Ça, c'est certain. Mais de là, quand même, moi, je n'irai pas jusque-là. Jusqu'à dire, par exemple, que la première dame décide des ministres, etc. Je dirais, je me garde quand même... Quand le ministre dit que s'il a été nommé secrétaire... Mais qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il a essayé il a été rabroué, il dit... Non, ce n'est pas... Et le chef de l'État lui-même que j'ai failli le limoger. J'ai dit, quand il a été rabroué, c'est plus grave. Ce n'est pas ce que je voulais dire que pendant la campagne, elle nous a fortement appuyé. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent notamment à travers les ondes de Walf FM, est-ce que c'est bien l'émission Action 7 et que vous suivez et que nos invités sont Biram Walta Kondiaï, journaliste, chroniqueur, et Mourinho, écrivain, enseignant à la retraite. Alors, on va rester dans ce gouvernement-là, professeur, et parler d'un cas qui intéresse quand même la classe politique, c'est le cas Abdoulaye Daouda Diallo. L'opposition, le PDS notamment, avait clairement dit question de lancer un dialogue politique tant qu'Abdoulaye Daouda Diallo est au ministère de l'Intérieur. Ils avaient précisé que ce qui les intéresse, ce n'est pas la personnalité, la personne Abdoulaye Daouda Diallo, mais l'homme politique qu'il est, membre du secrétariat national de l'APR, maire d'une localité dans le Fouta. On le remplace par Ali Ngouille Ndiaye. Et certains disent de lui qu'il est politiquement beaucoup plus coloré que Abdoulaye Daouda Diallo. Quelle lecture en fait? En réalité, avant d'en arriver rapidement, un mot sur Youssou Touré. Youssou Touré, c'est un Sénégalais, comme tous les Sénégalais. S'il avait été
Aujourd'hui, il déverserait des tombereaux de louanges sur le président et sur son épouse. Absolument. Maintenant, il a été limogé. Eh bien, voilà le Sénégalais. Absolument. Et pour ce qui est de l'alphabétisation, sa présence pendant plusieurs mois n'a été... Je n'ai pas le sentiment qu'il ait fait avancer la politique d'alphabétisation du Sénégal. Parce qu'il y avait une direction de l'alphabétisation et des langues nationales. Elle est encore là, pratiquement. C'est cette direction qui faisait le travail. Youssou était là, son portefeuille de secrétaire d'État. Et voilà, de la politique aussi. Mais je vous assure qu'il n'a pas fait bouger d'un iota la politique d'alphabétisation du pays. La direction suffisait largement. Alors pour le reste... Le cas Abdoulaye Daouda Diallo. Oui, il faut rappeler quand même, les Sénégalais oublient vite. Je le répète souvent. Le président Abdoulaye Wade aimait à le rappeler. Pour ça, voilà, réjouir d'ailleurs. Il disait du Sénégalais, tu me permets de dire ça wolof, parce que les Sénégalais là, il faut qu'ils savent. boo ko laajee lu mu réere biir du la ko wax. Pour dire qu'il gëmul lu nguur xaalis. En d'autres termes, le Sénégalais a de la peine à se souvenir de son dîner de la veille. Il n'a pas de mémoire, il oublie vite. Et il ne croit qu'à l'honneur et à l'argent. Et c'est sur cette conception qu'il nous a gouverné pendant 12 ans. Et c'est sur cette même conception, malheureusement, que Macky Sall nous gouverne. Donc, Abdoulaye Daouda Diallo, quand même, les gens, Macky, il faut qu'il nous... Vous vous rappelez, je rappelle, Pape Alé rappelle ça souvent dans ses chroniques. La position de Macky Sall par rapport à Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur. Il en avait parlé publiquement. Par rapport à Cheikh Tidiane Sy, ministre de la Justice. Il a dit, nous n'accepterons pas que Ousmane Ngom reste ministre de l'Intérieur parce qu'il est partisan, il va manipuler les gens, etc. On lui répond, mais Wade a mis en place une direction générale des... Ça ne veut rien dire. Le ministre Ousmane Ngom a l'administration aussi bien centrale que territoriale. Aujourd'hui, on lui demande, mais les gens ils peuvent ne pas avoir confiance en Abdoulaye Daouda Diallo et je les comprendrai moi parfaitement. Abdoulaye Daouda Diallo, membre fondateur de l'ARP, extrêmement partisan. Quand il parle de Wade d'ailleurs, on a le sentiment que c'est le griot qui parle de son maître. Quand il parle de Macky. Quand il parle de Macky. Mais ce type-là, on ne peut pas lui faire quoi. Et aux élections locales passées. Mais c'est lui qui s'est permis de donner les résultats. Oui. Vous voyez? Avant le tribunal départemental censé prononcer les résultats. Alors ce type, c'est vrai, il est trop partisan pour être ministre de l'Intérieur. Il faut dire la vérité. El Kazé dira, les élections au Sénégal, on ne peut plus les voler. Parce que le jour J, mais ça se vole en amont. C'est ça le problème. C'est sur le processus que les choses les moins catholiques. Alors avec un ministre partisan, mais il faut craindre le pire. Alors on l'enlève. C'est très bien. Il nous le remplace par... Vraiment, il ne faut pas... D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle bonnet blanc et blanc bonnet. Ali Ngouille Ndiaye est aussi partisan que Abdoulaye Daouda Diallo. Il est aussi à pair. Ils sont tous les deux maires, ils sont tous les deux de grands responsables de l'APR. Il ne vaut pas mieux que Abdoulaye Daouda Diallo pour être ministre de l'Intérieur. Alors, ce qui étonne également sur le cas Ali Ngouille Ndiaye, c'est que... Tu me permets de dire, il faut que les Sénégalais sachent que Diouf, quand les gens ont posé ce problème sur la table, mais il a nommé un ministre, Lamine Cissé, qui a mené les élections de façon admirable. Wade, même Wade. Il a nommé Général Niang. Et plus tard, il a créé un machin. Mais lui, qui exprimait son opposition farouche à la présence d'un ministère partisan, est-ce que là où Diouf avait nommé Lamine Cissé, Wade général, Cheikh Gueye, ministre des élections, Macky Sall qui refuse de le faire, qui nomme un haut responsable de la paix au ministère de l'Intérieur, qui le remplace par un haut responsable de la paix, est-ce que quelque part ça ne traduit pas une crainte, une peur du président Macky Sall d'aller à des élections transparentes avec une personnalité neutre?
Est-ce que ce n'est pas une peur? En réalité, oui. Ce qu'on sait, il craint comme la peste d'aller au second tour. Il craint comme la peste d'aller au second tour et Macky Sall, il faut l'élire ou périr pour le département de Dakar. Il faut qu'il gagne dès le premier tour. Et ça, sa préoccupation. Et dans cette perspective-là, il ne veut pas courir de risque. Il ne veut pas courir de risque. Il doit s'assurer que l'homme qui est là, il travaillera dans le sens que lui, il souhaite, dans le sens de sa réélection. D'accord. Ça, c'est certain. Alors, certains donnent également une autre lecture de la nomination de Aly Ngouille Ndiaye. Beaucoup disent qu'il traîne des casseroles dans l'affaire du pétrole. Il y a certains rapports, en tout cas dans la presse, on l'a évoqué ces derniers jours, qui l'indexent. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas très politicienne, voire même machiavélique de Macky Sall, de mettre au ministère de l'Intérieur quelqu'un qui a intérêt à ce qu'il soit réélu, d'autant plus qu'il traînerait des oui, c'est une exception qu'on peut envisager, mais juste pour le dire, parce que c'est pas, on a raté un coche, parce qu'il y a trois perspectives, il y a trois possibilités, soit de nommer un ministre neutre, ça c'est vraiment la possibilité la plus facile pour rassurer l'opposition et l'opinion publique, mais là, Macky Sall a raté carrément ce coche-là. Carrément. Carrément, parce qu'il aurait au moins donné des gages, n'est-ce pas, et puis un signal fort d'ouverture et de dialogue. Il a raté ce coche-là. Mais tout n'est pas perdu, parce qu'en 2011, Abdoulaye Wade a résisté pendant longtemps. Oui. C'est à 6 mois des élections, au mois de juin 2011, qu'il a finalement accepté de détacher... Au cours de rassemblement devant Cheikh Béthio, il a annoncé qu'il va retirer l'organisation de l'élection. C'est à 6 mois des élections qu'il l'a fait. Donc là, vous pensez que Macky Sall peut le faire? Il peut le faire. Il peut le faire. Enfin, l'avenir va nous édifier, mais il faudra quand même qu'il... N'est-ce pas, le dialogue et puis l'ouverture. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a quand même de l'espoir, que tout n'est pas perdu. Parce que s'il est... le doyen va tiquer, mais s'il est franc dans sa déclaration de dialogue et d'ouverture, n'est-ce pas, il va s'ouvrir à l'opposition et éventuellement envisager ces portes de sortie-là. Ça, c'est certain, n'est-ce pas? Donc, il y a ça. Maintenant, ce qu'il faut, il y a deux autres solutions. Il y a deux solutions à envisager. C'est soit la création d'un ministère chargé des élections, détaché du ministre de l'Intérieur, du pain sur la planche, qui a d'autres activités, la sécurité dans un contexte de terrorisme, d'insécurité à Dakar. Est-ce que ce n'est pas la bonne affaire, n'aurait pas été de détacher les deux? Justement, absolument. Ça, c'est un autre argument de taille. Mais aussi, il y a une autre possibilité, c'est quand même de désigner, comme à l'instar de ce qui s'est fait au Mali, par exemple, de détacher un organisme qui va s'appuyer certainement sur l'administration territoriale, mais, par exemple, ou comme le déclarent certains experts électoraux, comme Ndiaga par exemple, un Sénat semi-politisé. Une représentation forte des partis de l'opposition. C'est possible. Qui va s'occuper de l'organisation réelle et qui va s'appuyer sur l'administration territoriale, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Ça aussi, c'est une autre réalité. Alors, une dernière question sur cette actualité du gouvernement, avant de passer à autre chose. C'est Sidiki Kaba aux affaires étrangères, Ismaël Madior Fall à la justice. Est-ce que vous pensez que c'est de bonne augure, ces deux nominations-là? Ismaël Madior Fall, parce que le domaine de la justice, c'est différent quand même de la gestion du processus électoral. Parce que dans le domaine de la justice, c'est davantage la dynamique que la personne qui est là. Vous voyez? Parce qu'il il n'est pas question de donner des gages de bonne foi et autres. Mais, par exemple, je vous donne un exemple précis. La coupure du lien ombilical qui existe entre le parquet et l'exécutif, ça nécessite la mise en œuvre de réformes pratiques. Ismaël Madior peut le faire? Ce n'est pas Ismaël Madior qui est important, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas comme dans le processus électoral. Gouvernemental. C'est la vision du chef de l'État mise en œuvre par quelqu'un, n'importe lequel. C'est ça la différence entre les deux. Vous voyez? Donc que ce soit Ismaël Madior, c'est sûr que ça ne rassure pas l'opinion publique, parce qu'Ismaël Madior Fall, qui a été le chantre, n'est-ce pas, de toutes les dérives, n'est-ce pas, quant à la promesse de réduction du mandat et autres, ça ne rassure pas. Mais ce n'est pas important, ce n'est pas le plus important, c'est la dynamique d'orientation gouvernementale. Il y a deux personnalités d'Ismaël Madior Fall, quand même, il faut qu'on s'arrête un peu sur ça. Il y a l'Ismaël Madior Fall connu, respecté
Wade. Ensuite, Macky Sall est venu au pouvoir. On a vu un autre Ismaël Madior Fall. Aujourd'hui, il est ministre de la Justice. Est-ce que Macky Sall n'a pas fait exprès de l'user un peu avant d'en faire son ministre de la Justice? On ne sait jamais avec les policiers, on ne sait jamais ce que les politiciens, on ne sait jamais ce qui se passe dans leur tête. Oui. Mais en tout cas, pour me prononcer rapidement sur la nomination du professeur Ismaël Madior Fall, oui, en tant que professeur agrégé émérite, n'est-ce pas, il est à sa place comme ministre de la Justice. Mais la question que l'on se pose, que va-t-il faire de sa mission? Que les Sénégalais n'oublient, et c'est dommage quand même que, parce que ce garçon-là, un brillant professeur vraiment admiré il faisait un excellent travail à l'université. Moi, je le voyais davantage à l'université, beaucoup plus utile que comme ministre de ceci ou de cela. Donc, le président de la République l'a nommé ministre, garde des Sceaux, il est à sa place. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de sa mission pour rassurer les Sénégalais? Parce que les Sénégalais le connaissent sous un autre visage. Alors, depuis qu'il est conseiller spécial du président de la République. Alors, cette transition... Alors, Sidiki Kaba. Je ne le connais pas très bien. Je sais que c'est un avocat. Je sais qu'il a eu à occuper des fonctions internationales même. Mais le ministre des Affaires étrangères d'un pays, c'est important. Il gère l'image du pays. La diplomatie, c'est extrêmement important. Il faut une forte personnalité. Il faut quelqu'un qui connaît les dossiers, les différents dossiers également, qui sache défendre l'image du Sénégal à l'extérieur. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il soit égal, qu'il égale un ministre, par exemple, comme... Alors, cette transition nous permet d'évoquer la sortie de ce vendredi du président Abdoulaye Wade contre certains magistrats qu'il qualifie de magistrats tailleurs. C'était à l'occasion d'une présentation de condoléances à la famille de Khalifa Ababacar Sall. On va écouter Abdoulaye Wade et ensuite on va commenter ses propos. Le Sénégal est arrivé à une situation tellement critique. De quel tort les Sénégalais ont causé aux tout-puissants. Mais comme tous nous sommes humains, continuons à demander pardon au bon Dieu pour sortir de cette situation. Vous savez, il y a certains juristes que moi je qualifie de tailleurs, puisqu'ils sont toujours au service de l'exécutif. Donc, quand l'argent se mêle avec les affaires de la justice, c'est de la corruption. C'est pourquoi il y a beaucoup de juristes corrompus. Mais moi, vraiment, j'ai de l'espoir. La génération de magistrats. Elle est très consciente de sa mission. J'ai vraiment de l'espoir qu'elle pourra relever le défi. Les propos d'Abdoulaye Wade sont donc traduits par Abdou Khoudous Diallo. Alors, le professeur Mourinha, Abdoulaye Wade dit deux choses. D'abord, qu'il garde espoir pour cette nouvelle génération de magistrats. Mais il dit également que des magistrats qui sont à la porte de la retraite, il les qualifie pratiquement de... des gens qui peuvent faire n'importe quoi pour le pouvoir parce qu'ils pensent à la retraite. Et est-ce qu'on ne peut pas, quelque part, donner raison à Wade quand on voit, par exemple, que beaucoup de magistrats qui étaient annoncés à la retraite ont été recyclés par le gouvernement de Macky Sall, par le pouvoir de Macky Sall, dans des organes, des juridictions assez importantes quand même. C'est vrai. Il a raison d'une certaine manière. C'est peut-être la façon de le dire qui pose problème. Mais qu'il y ait parmi les magistrats des gens qui sont susceptibles d'être corrompus, ça... vu de chaque Sénégalais. Les Sénégalais, en général, ne sont pas encore suffisamment satisfaits de leur magistrature. Il y a certainement des magistrats qui sont très bons, qui sont connus, qui sont intègres, mais il y en a d'autres. Vraiment, c'est vrai, Abdoulaye Wade, de ce point de vue-là, a raison. Même s'il ne devrait pas le dire comme ça, c'est vrai qu'il a 92 ans, il a son avenir derrière lui, il sait qu'il ne court aucun risque. C'est la raison pour laquelle il dit tout ça. Il parle de corruption maintenant, il peut en parler. Mais lui aussi, il a... Voilà.
cause. Ah oui, il faut la connaissance de cause. Alors, il le dit, hein, Abdoulaye Wade a c'est quelque chose, mais ce discours-là n'est pas nouveau chez Wade. Il a une fois, alors qu'il était président, comparé les magistrats sénégalais à l'esclave du 19e siècle. Il dit que pour le libérer, il va jusqu'à la porte et puis il revient. À votre avis, qu'est-ce qui explique ce que je pourrais appeler ce contentieux entre Abdoulaye Wade et les magistrats? C'est un problème beaucoup plus global, parce que un état de droit, dans un état de droit, normalement la puissance publique est soumise, n'est-ce pas, au droit. C'est ça qui caractérise un état de droit, il est soumise à la légalité. Maintenant, cette légalité-là, ça se caractérise par deux choses. Il y a le principe d'égalité, il y a le principe de légalité. Okay? Alors, le principe de légalité, c'est ça qui est vérifié. Je vais prendre quand même exemple du cas de Khalifa Sall. Oui. N'est-ce pas? Le gouvernement, n'est-ce pas, a fait prendre comme prétexte, n'est-ce pas, la légalité, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas à caractériser un état de droit. Il faut qu'il y ait un principe d'égalité des personnes juridiques. Des personnes juridiques. Et c'est là où... Et c'est d'autant plus important que ça remet en cause la légitimité même du pouvoir en place. Parce que dans un état de droit, l'instrument juridique est consacré comme facteur de régulation de l'organisation politique et sociale. Donc du coup, on subordonne l'état de droit au principe on subordonne la légitimité à la légalité. Donc un État qui s'inscrit des pouvoirs dans une logique de bafouer à tout prix, par exemple, ces principes-là, le principe d'égalité devant la loi, n'est-ce pas, ce n'est plus un État légitime. Et c'est ça qui arrive au gouvernement de Macky Sall actuellement. Surtout dans le cas de Khalifa Sall. Alors, surtout dans le cas Khalifa Sall, Abdoulaye Wade, la coalition Manko Taxawu Sénégal l'avait sollicité pour qu'il refuse de présider les travaux de l'Assemblée, puisque c'est le doyen des députés. Il n'ira pas, d'ailleurs, d'après les dernières informations que nous avons. Mais là, il dit qu'il va s'engager dans ce combat. Avoir à ce niveau-là un aveu d'impuissance de Khalifa Sall et des partisans quand ils remettent leur sort entre les mains d'Abdoulaye Wade. Oui, moi je le dis souvent d'ailleurs, je le dis même à mes amis du PDS, même s'il les a sauvés lors de ces dernières élections, Abdoulaye Wade n'est plus l'avenir. À 92 ans, on ne peut plus être incarné l'avenir. Abdoulaye Wade a son avenir derrière lui. Et c'est la raison pour laquelle son hostilité maintenant par rapport vis-à-vis de la justice. Mais l'explication, elle est claire. Abdoulaye Wade leur en veut pour avoir coffré Karim Wade. Fondamentalement, c'est ça. Et c'est une échappatoire aussi. Il en veut à la magistrature pour avoir coffré son fils. Donc, mais pour le reste, moi, à la place des amis de Khalifa Sall et je n'irai pas voir Abdoulaye Wade, disons, pour compter sur lui pour mener ce combat. Abdoulaye Wade, c'est vrai qu'il a encore des gens derrière lui. Il faut que les gens l'acceptent. À 92, 93 ans, on ne peut plus s'engager. Est-ce que ce n'est pas le symbolique qu'on cherche à travers Wade? Peut-être, mais le symbolique, on aurait pu chercher ça d'une certaine manière. Moi, si j'étais vraiment PDS ou parent de Wade, moi en tout cas je ne permettrai pas, je ne conseillerais pas à son entourage de le laisser comme ça jeter dans la main politique. Alors on va très rapidement, il ne nous reste pratiquement une dernière question avant de clore ce débat. C'est l'affaire Kémi Séba, du nom de cet activiste franco-béninois qui séjournait à Dakar, qui a été même chroniqueur sur une télévision de la place. Un beau jour, il se lève au cours d'un rassemblement public. Il met le feu sur un billet de 5 000 francs de francs CFA. Arrêté, jugé, puis relaxé par le tribunal des flagrants délits. Et puis on se lève un beau matin, la police va le cueillir chez lui, amener à la police des étrangers, et puis direction aéroport de Dakar, pif, le premier avion, il embarque dans le premier. Pour expliquer cette expulsion-là, un communiqué du ministère de l'Intérieur parle de menaces graves sur l'ordre public. Est-ce que vous pouvez comprendre cette thèse-là? En quoi Kémi Séba peut-il menacer l'ordre public au Sénégal? Oui, mais ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi parce que les expulsions, il y en a partout. Que ce soit au Sénégal, en France, aux États-Unis, il y en a partout.
Mais ce qui attire le plus mon attention, c'est que Kémi Séba, on a bafoué ses droits. Parce que pour être expulsé, n'est-ce pas, le mis en cause doit bénéficier au moins de voies de recours. Son avocat avait d'ailleurs annoncé un recours avant... Mais c'est un minimum. C'est un minimum dans un État qui se réclame État de droit. Et ils ont fait impasse de tout ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Maintenant, pour la procédure, l'expulsion et autres, ça, je n'ai pas de commentaire spécial à faire parce que, de toute façon, les expulsions, il y en a. Il a violé quand même, qu'il faut le dire. Il a posé un acte, n'est-ce pas, qui enfreint une disposition légale. Ça, c'est une chose. Oui. On ne peut pas. Mais de là à l'expulser Manu Militari, de cette manière-là, c'est abusif. Alors, dans le communiqué encore du ministère Modignan, on ne semble pas donner trop d'importance à l'acte qu'il a commis, c'est-à-dire le fait de brûler un bien de mais on dit par exemple qu'il a tenu des propos désobligeants à l'endroit de chefs d'État africains, qu'il constitue une menace pour l'homme. Est-ce que finalement Kémi Séba n'est pas victime de ce qu'on a toujours appelé le syndicat des chefs d'État africains? En réalité, c'est un activiste, ce qu'on appelle des activistes. Ouais. Bon, il y en a dans tous les pays. Absolument. Alors, en France... Il y en a en France qui posent des actes beaucoup plus graves que ça. Plus graves. Qui a brûlé un billet de 500 francs. 500 francs. La décision de McDonald's. Voilà, exactement. Donc, en réalité, malgré les apparences, ce que j'appelle les apparences bavardes et trompeuses, ces gens-là sont frileux. Le gouvernement sénégalais. Ah oui, oui, ils sont frileux. Absolument. Parce que je ne vois pas de raison pour lesquelles on suspecterait celui-là de mettre le pays sans dessus-dessous. En quoi il peut mettre le pays en danger? Il ne faut pas associer ce garçon-là au terrorisme quand même. En quoi il veut remettre l'ordre et la discipline dans ce pays? Comment il peut le faire? Il ne peut pas le faire. À Dakar ne ressemblait pas à beaucoup de monde. Mais ça, en réalité, on peut l'ignorer simplement. Mais il peut continuer ses manifestations, etc. Mais en quoi il perturbe l'ordre public? Je ne vois pas. Peut-on soupçonner une main de la France ou des autres chefs d'État africains derrière cette affaire? Les gens le disent. Les gens le disent. Je ne peux pas l'affirmer formellement, mais ce que je peux affirmer, c'est qu'il y a un syndicat de chefs d'État en Afrique. Absolument. Qui gère leurs activités et qui veille comme sur la prunelle de leurs yeux. Ça, c'est certain. Est-ce que ce n'est pas dans cette qu'il a été expulsé du Sénégal? Je n'en sais rien, mais c'est fort possible. Alors, le combat qu'il défend quand même, on peut être d'accord ou pas avec lui, mais il pose un débat important sur l'avenir du franc CFA. On a entendu le chef de l'État, le président Macky Sall du Sénégal, dire que le CFA est une bonne monnaie. Une bévue. C'est vous qui le dites. Est-ce qu'il n'a pas réussi là à poser au moins ce débat sur le CFA, puisqu'on en parle, et très souvent on n'en parlait pas du tout. Mais si, on en parle. Moi, je ne partage pas, par exemple, la démarche de Kémi Séba quant à la souveraineté monétaire et autres, parce que moi, je pense que ça passe par des étapes très claires. Par exemple, dans le cadre de la CEDEAO, à l'échelle de la CEDEAO, aussi bien qu'à l'échelle de l'UEMOA, il y a des critères de convergence qui sont là. Par exemple, la maîtrise de l'inflation, la réduction du déficit public. Tout ça, c'est des critères par lesquels, enfin, des étapes par lesquelles on doit passer pour réaliser, n'est-ce pas, l'unité monétaire d'abord, parce que c'est deux choses différentes. Parce que l'unité monétaire, n'est-ce pas, il faut quand même, si on se défait du franc CFA, il y a autre chose. Il faut préserver l'unité des pays membres de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO, mais il faut aussi réussir au préalable à maintenir certains équilibres économiques, tels que la convergence. Et puis, au-delà de ça, il y a par exemple la sécurité intérieure, sécurité alimentaire, tout ça. Ça contribue, c'est une base. Pourtant, il y a des chefs d'État, enfin Macky Sall n'en fait peut-être pas partie, mais il y a des chefs d'État comme Idriss Déby, le Béninois, qui disent aujourd'hui qu'ils remettent en cause. Il est mal barré. Parce que quand le pétrole a connu la baisse, alors là, il était question de dévaluer parce que c'était l'économie ne traduisait pas la monnaie, ne traduisait pas la force de la monnaie. Là, il s'en est servi comme moyen de résistance. Mais ça, c'est l'épiphénomène. C'est à l'image des chefs d'État qui se réclament panafricanisme que lorsqu'ils sont mal barrés. C'est aussi simple que ça. Le CFA doit-il demeurer, professeur? Je ne suis pas un spécialiste de monnaie, mais ce que je sais, c'est qu'au moins la monnaie, c'est une question de souveraineté. Voilà 57 ans que nous sommes indépendants.
voilà 57 ans que nous roulons avec la même main. Nous avons des structures, Senghor parlait de cercles concentriques. Dans le cadre de la CEAO, tout au moins, avant d'élargir, il serait possible, moi, de procéder par étapes. Dans un premier temps, je crois, en tant que profane, que la CEAO peut se permettre d'avoir une monnaie. Et comme il y a déjà une monnaie, mais ça facilite la tâche. La CEDEAO, c'est peut-être plus large. Mais j'ai le sentiment quand même au sein de la CEDEAO, mais les gens peuvent se permettre d'avoir une monnaie nationale. Quand le Mali a une monnaie nationale, la Mauritanie, la Gambie, etc., c'est des pays, mais qui arrivent à ces équilibres-là dont tu parles. Ces équilibres-là, on peut y arriver avec une monnaie nationale qui garantit la souveraineté, parce que ça, c'est important. D'accord. Quand on n'a pas la position, l'indépendance pose problème. Quand nos réserves, nos avoirs, plusieurs milliers de milliards de francs sont gérés par la Banque de France, quand la Banque de France bat monnaie pour nous, après 57 ans d'indépendance, qu'après, quand même, ça pose problème. Professeur Modigna, merci. Grand merci. Vous dites toujours professeur Modigna. Plus modestement, je suis inspecteur d'enseignement. Modigna, merci à vous. Merci également à Biram Walta Kondiaï. Je rappelle que vos chroniques sont à lire tous les mardis dans le journal Walf Quotidien. Vous également, vous écrivez très souvent vos textes journal du groupe Walfadjri qu'on peut retrouver donc régulièrement sur le marché. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Actu en 7. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye qui était du côté de la réalisation. Grand merci à Ramatoulaye Sarr et à Oustaz Assane Diop pour la coordination. Merci d'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah.